L'enseignement catholique du diocèse de Lille accueille en cette rentrée scolaire plus de 110 000 élèves et apprentis et accueille également un nouveau directeur diocésain. Bonjour Olivier Deltour. Bonjour Monsieur Pitard, merci de m'accueillir. Merci d'être dans ce studio. Alors vous avez officiellement pris vos fonctions le 1er septembre. Vous nous arrivez de Bourg-en-Bresse. Exactement. Vous avez exercé sur place pendant 3 ans le même poste, le poste équivalent. Et avant cela, vous étiez nordiste, donc vous connaissez bien l'enseignement catholique de la région. À quoi ressemble votre parcours en fait ? Écoutez, je suis originaire de Ronques où j'étais scolarisé donc à l'école Immaculée Conception et Saint-Joseph à l'époque. J'ai poursuivi mon parcours jusqu'à devenir enseignant. J'ai enseigné donc au collège Sainte-Marie de Péranchy avant d'assurer de la formation au sein de l'école des profs en technologie, formation initiale et formation continue. Puis j'ai été appelé à une responsabilité de chef d'établissement sur le collège Saint-Joseph de Saint-André-les-Lilles. Parallèlement, j'ai été impliqué comme président d'OGEC pendant de nombreuses années sur Ronques, dans l'école où j'ai moi-même été scolarisé. Et puis, la direction des CN m'a appelé à la direction du collège Charles Péguy, puis à la coordination de l'ensemble scolaire EIC sur la ville de Tourcoing. En fait, à la vitesse où tourne ce monde, revenir après 3 ans, c'est peut-être pas forcément un retour, c'est peut-être un nouveau départ. C'est un nouveau départ, puisque la dimension du diocèse fait que le challenge est important à relever. C'est une mission que j'ai acceptée après discernement, mais je suis conscient du côté vertigineux de la charge qui m'est confiée. Selon vous, on va attaquer directement dans le vif du sujet. On parle de l'enseignement catholique. On a entendu la rectrice d'académie Valérie Cabuel sur notre antenne ces derniers jours, mais qu'est-ce qui fait fondamentalement la spécificité de l'enseignement catholique ? Ce qui fait la spécificité de l'enseignement catholique, c'est d'avoir un projet éducatif, un projet décliné en projet d'établissement qui est fondé sur les évangiles, tout simplement. Ces évangiles qui s'adressent à tous, évidemment à nous les chrétiens, mais à toute la communauté éducative qui accepte le projet de chacun de ces établissements et est capable de se nourrir de la parole qui nous est donnée. Ça veut dire qu'il faut être un disciple de l'évangile pour enseigner chez vous ? Non, il ne faut pas être un disciple de l'évangile. Certains vont jusqu'à avoir une relation consciente avec le Christ, et puis d'autres sont davantage dans l'adhésion aux valeurs. Alors, puisqu'on aborde ce sujet, je me souviens de protestations de parents, de manifestations, même après des fermetures d'écoles. C'était pas loin d'ici, c'était je crois à Tourcoing ou à Roubaix. Et il y avait dans cette manifestation, j'étais pas mal de mamans voilées, de confession musulmane donc. Et comment est-ce que justement l'enseignement catholique peut répondre à sa mission tout en faisant une place, comme on le voit ici dans ce département, dans ce diocèse, à des croyants d'autres religions ? Écoutez, je pense que l'enseignement catholique est unique. Chaque établissement est unique, chaque personne accueillie dans cet établissement est unique et on a une utilité auprès de ces jeunes pour lui permettre de se construire, pour construire le monde de demain. Et donc, ces établissements, ces projets uniques, cette utilité est au service de tous. Et donc, il est aussi universel, notre enseignement catholique, ouvert à tous. Quelle est la place de la personne spécifique dans l'enseignement catholique ? Parce que je crois que c'est aussi l'un des points d'attention. La personne dans le projet de l'enseignement catholique est centrale. Chez nous, on ne parle pas d'individu, on parle d'une personne qui est à construire de manière intégrale. Il faut qu'on puisse travailler sur l'ensemble des dimensions physiques, intellectuelles, affectives, créatives, morales, spirituelles. Et tous ces champs sont à développer et c'est une relation, donc une relation à soi, une relation aux autres, une relation à plus grand que nous, une relation au beau, une relation au monde qui nous est confié. Et ce sont toutes ces dimensions que nous tenons à prendre en compte dans les projets qui sont travaillés avec les communautés et que nous proposons aux familles qui souhaitent rejoindre les propositions qui sont faites. L'enseignement catholique du diocèse de Lille, j'ai dit un peu plus de 110 000 élèves et apprentis, ça paraît énorme. Écoutez, nous n'avons pas encore les chiffres précis pour cette rentrée, mais les chiffres que vous citez sont ceux de l'année dernière, donc on devrait être à peu près sur les mêmes chiffres. Ça représente quelle proportion des élèves scolarisés ? Alors ça représente sur le diocèse de Lille plus de 30, voire
quasiment 35% des effectifs scolarisés, et ça peut en certains lieux aller jusqu'à plus de 50% des élèves scolarisés dans notre réseau, ce qui en fait une spécificité locale, puisque nous avons d'ici une proposition des établissements qui est très forte et qui nous permet effectivement d'avoir un effectif très important d'élèves, conscient aussi que nous sommes dans le département le plus peuplé de France et forcément, du coup... Mathématiquement. Voilà, oui. Olivier Deltour, directeur de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lille. Combien ça coûte la scolarité dans un de vos établissements? Alors j'imagine que c'est évidemment difficile de répondre, mais est-ce qu'on a des échelles? Oui, alors on a des données. Chaque établissement va définir la contribution qui est appelée sur place. J'ai l'habitude de dire que la contribution familiale ne doit pas être un obstacle à la scolarisation des enfants dans notre réseau. Donc on invite les familles qui sont intéressées, parfois qui ne s'autorisent pas à venir dans nos établissements, à venir frapper à notre porte. Mais les contributions peuvent démarrer sur une trentaine d'euros par mois pour aller jusqu'à, dans des cas, sur la base des ressources de la famille, sur une centaine d'euros. Mais c'est toujours différencié pour garantir l'accès possible à chacune des familles qui fait le choix de notre projet. Mais ce que j'ai entendu en sous-titre dans ce que vous venez de dire, c'est que certaines familles pensent que ce n'est pas pour elles. Oui, on vit ça régulièrement, des familles qui pensent que nos établissements donc sont pas ouverts à tous ou qu'elles ne seront pas accueillies. Je redis que je les invite à aller à la rencontre des chefs d'établissement en sollicitant une rencontre, aussi à participer pour s'imprégner de la réalité de nos établissements aux journées portes ouvertes qui régulièrement sont organisées, même si c'est pas l'actualité du moment. C'est pas l'actualité du moment, mais les directeurs, directrices font partie des interlocuteurs directs pour ces familles? Complètement, c'est vraiment une approche qui est assurée par quasiment tous les établissements. C'est toujours une inscription qui est conduite par le chef d'établissement lui-même, le plus souvent, parfois par un de ses collaborateurs, mais un de ses collaborateurs très très proches. C'est une spécificité de notre réseau, ce temps d'accueil de la personne, de la famille, ce temps de présentation du projet pour s'assurer que la famille, parce que ça c'est une condition importante, que s'assurer que la famille est en cohérence et adhère au projet que le chef d'établissement lui présente. On a évoqué rapidement tout à l'heure les fermetures fusions quand je parlais de manifestations. Est-ce qu'on a une idée du taux de report? C'est-à-dire quand un établissement, une école ferme ou fusionne avec une autre, quel est le pourcentage des élèves qui continuent malgré tout à venir s'inscrire chez vous? On souhaite ne pas fermer d'établissement, c'est pour ça qu'on opère du redéploiement, mais la baisse démographique nous oblige à repenser notre offre pour pouvoir assurer une qualité de cette offre, et c'est bien l'objectif qu'on vise, c'est la qualité de l'offre, et ce travail de redéploiement, de fusion, souvent, aujourd'hui on a un peu de recul, aboutit à 70% de familles qui reportent leur choix sur l'établissement qui le plus souvent était déjà en maillage avec un autre établissement sur un territoire ici où nous sommes très bien représentés. L'offre de formation sur la métropole et d'une manière générale sur le diocèse de Lille est quand même particulièrement intéressante pour les familles qui peuvent faire un vrai choix dans notre réseau aussi d'établissements. Merci Olivier Deltour d'avoir fait le déplacement en studio pour répondre donc à mes questions. Je rappelle que vous êtes, alors officiellement depuis le 1er septembre, mais vous avez quand même fait une pré-rentrée, on va peut-être en reparler, que vous êtes le directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Lille, donc depuis quelques jours seulement. Et puis, eh bien, l'entretien complet de votre venue ici en studio va être à retrouver sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France. C'est aussi l'occasion peut-être de dire un mot pour Hubert Antoine, qu'on avait l'habitude de rencontrer depuis maintenant 7, 8, 9 ans. Il était à votre place. Est-ce que vous avez par exemple eu l'occasion de travailler ensemble? Alors effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Hubert Antoine puisqu'il a été mon directeur diocésain quand j'étais chef d'établissement sur Tourcoing. Donc j'ai accepté de mettre... mais pas dans les siens, pour prolonger l'action qu'il mène sur le diocèse depuis plusieurs années. Et effectivement, nous avons eu le temps cet été de nous voir à deux à la direction diocésaine au cœur de l'été quand tout le monde était en congé pour finaliser un tuilage qui a commencé courant avril. Alors la pré-rentrée, vous avez vu les directeurs déjà, c'était à Hasbrook et puis vous êtes allé à Dunkerque avec l'archevêque. Quelle est la relation entre
l'archevêque d'un diocèse et le directeur que vous êtes. Donc, je suis allé. D'abord, les chefs d'établissement sont venus à la maison Paul VI pour la pré-rentrée des chefs d'établissement, avant qu'effectivement nous avons participé à la pré-rentrée dans les établissements sur Hazebrouck, effectivement, puis sur Dunkerque. Monseigneur Le Bouch était présent d'ailleurs à Dunkerque pour cette journée de pré-rentrée. Il a célébré, et il était également présent ce même vendredi à 17h sur Neuville-en-Ferrain pour la pré-rentrée des chefs d'établissement et des équipes, puisque ce ne sont pas seulement les chefs d'établissement, mais les chefs d'établissement et leurs équipes, pour la pré-rentrée de Tourcoing. Il est votre employeur direct ? En tout cas, c'est lui qui a retenu ma candidature, oui, effectivement. Alors, je découvre Monseigneur Le Bouch, et il me découvre également l'expérience que j'ai comme directeur diocésain et l'expérience d'une communion avec mon évêque sur le diocèse de Beléars durant 3 années. Mais je mesure déjà l'intérêt et l'engagement qui est celui de Monseigneur Le Bouch à l'endroit de l'enseignement catholique diocésain. Alors, vous avez dit que c'est à lui, effectivement, que vous avez envoyé votre lettre de candidature. La fiche de poste, je l'ai lue, à laquelle vous avez répondu. Alors, dans l'émission, il y a tout de même assuré la formation intégrale du jeune en proposant la personne du Christ. Inscrire la dynamique de l'enseignement catholique dans la vie de l'Église diocésaine. C'est pas anodin, tout de même, pour des élèves. Est-ce que les élèves et les familles le réalisent ? Écoutez, c'est un travail qui est à mener auprès de l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, pas seulement auprès des jeunes et de leurs familles, aussi auprès de nos collaborateurs dans les équipes OGEC. Chacun sait qu'on vit dans un monde qui s'est sécularisé, et donc nous avons à apporter une parole avec des chrétiens engagés dans nos établissements pour donc partager ce en quoi on croit, pour partager la parole, pour partager chaque jour sur ce qui nous porte. Mais dans le milieu professionnel, est-ce que ça ne fait pas parfois un mélange des genres assez étrange de partager ou non une foi ? Je pense que ce que j'exprimais tout à l'heure sur le rendez-vous d'inscription et ce temps qu'on prend est un temps qu'il faut que nous prenions également avec les adultes qui s'engagent dans nos établissements, qu'ils soient donc OGEC, c'est-à-dire personnel salarié à l'administration, à la vie scolaire ou au service d'entretien de l'établissement, mais également avec les enseignants, pour qu'un enseignant qui choisit l'enseignement catholique, qui choisit un établissement, sache bien le projet qui est celui de l'établissement et puisse, à sa mesure, selon ses talents, apporter sa contribution quand ce projet est ajusté, puisque ce projet est le fruit du travail de la communauté éducative elle-même, là où elle se trouve, dans des réalités qui peuvent être différentes d'un lieu à un autre. Parmi les sujets de la rentrée scolaire, l'arrivée de l'uniforme dans certains établissements, je parle du public, l'interdiction de téléphones portables. Est-ce que vous êtes concerné ? Sur le téléphone portable, évidemment, nous sommes concernés. De longue date, l'enseignement catholique a travaillé cette question très en amont pour donner des habitudes aux jeunes. Et je crois pouvoir dire que sur ce sujet, les établissements ne rencontrent pas de difficultés majeures. Là, on pense surtout au collège sur la gestion des téléphones portables, parce que depuis très longtemps, des mesures ont été prises d'accompagnement de l'usage de ces téléphones sur le temps familial ou sur le temps d'école. Et donc, les élèves chez nous n'ont pas vraiment l'habitude de sortir leur portable. Alors, il peut arriver qu'il y ait un portable qui sonne, effectivement, mais là, je peux vous assurer que les équipes savent gérer ce type de situation. Sur l'uniforme, on a des établissements qui font le choix d'une tenue vestimentaire. Vous pouvez l'observer peut-être de temps en temps lorsqu'ils sont en sortie pour le sport, par exemple. Ça participe au projet qui est porté par la communauté, et les établissements ont à cœur de réfléchir à cette question ensemble pour qu'elle soit portée en communauté éducative, portée en conseil d'établissement, avec aussi un partage avec les familles et des établissements concernés. Olivier Deltour, l'an dernier, en juin, c'était juin 2023, donc la Cour des comptes publiait un rapport qui a fait beaucoup de bruit sur l'enseignement privé sous contrat. Alors,
essentiellement l'enseignement catholique. Quand on parle d'enseignement privé sous contrat, ça représente quand même une grande proportion. Et le rapport déplorait, alors je cite, le recul de la mixité sociale, le manque de contrôle financier, le manque de contrôle pédagogique de l'État, malgré 8 milliards d'euros d'argent public investi. Comment vous avez reçu, j'imagine, ce rapport ? Écoutez, je pense que c'est un peu caricatural et il correspond pas vraiment à la réalité de ce que nous vivons sur le diocèse ici de Lille, puisque nous garantissons l'accès et nous réunissons dans nos établissements des familles qui ont un profil qui est assez proche de celui qui est scolarisé dans l'enseignement public. Pour une grande majorité, pour ce qui est des contrôles, l'enseignement catholique s'est largement positionné sur cette question. Nous, on est tout à fait disposés à être contrôlés. Puis ça nous oblige aussi, on le sait, et nous en sommes conscients. Je pense que le cas échéant, si des contrôles sont diligentés, ils seront menés et ils permettront de communiquer sur l'aspect utile et vertueux de nos établissements et leur contribution originale au service public d'éducation. À propos de la participation des familles, dites-moi si je me trompe, mais dans les établissements catholiques, les familles financent en fait les repas et les bâtiments. Alors, la contribution familiale participe effectivement à l'immobilier. L'immobilier de nos établissements a été financé essentiellement par les familles. Les collectivités locales, départements et régions peuvent apporter une contribution qui est modeste, mais elles apportent une contribution. Les communes n'en ont pas la possibilité et les familles participent aussi au caractère propre de l'établissement. Pour ce qui est de la restauration, il faut savoir que dans d'autres réseaux, des efforts importants sont faits par les établissements pour proposer le prix du repas et la qualité du repas à un niveau acceptable, mais 100% du repas est financé par la famille, à quelques exceptions près, puisque Tourcoing, par exemple. Le département du Nord apporte une contribution, et à ma connaissance, et la ville de Tourcoing apporte aussi une contribution pour l'accès des petits Turquenois à la restauration dans des conditions facilitées. Merci beaucoup Olivier Deltour. Il nous reste quelques secondes. Une question un peu subsidiaire. Je crois que vous vous êtes engagé dans l'accompagnement au mariage pendant un bon moment, pendant une vingtaine d'années. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'engagement a encore un sens ? Écoutez, il faut que nous puissions le valoriser. C'est à nous d'être témoins de ce que l'on vit, témoins des fruits de cet engagement, dire combien les 4 piliers du mariage contribuent à asseoir le couple et à construire notre famille. Eh bien, bonne rentrée, bienvenue. Merci beaucoup, M. Picard. En cette rentrée scolaire, Olivier Deltour, nouveau directeur de l'enseignement catholique diocésain lillois, était donc l'invité de ce 18-19. Un entretien à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.